Salut, bienvenue chez moi. Aujourd'hui, on voit la question du paillis avant l'hiver. Attends, je vérifie juste si mon micro est bien mis. Ouais, c'est bon. La question du paillis avant l'hiver, pour quelle raison? Alors, tu sais, on va voir plein de choses. Hésite pas à prendre des notes. Tu sais, là, c'est le jeudi, c'est le cours de jardinage. J'essaie d'avancer à chaque fois sur des concepts. Essentiellement, et là, ça va être que ça, hein, parce que je crois que tu as compris un peu le principe depuis un petit moment. Je développe un système de culture qui s'appelle l'holisticulture et qui repose sur un sol vivant. Voilà, ça c'est la base même du principe. Et après un non-arrosage et puis bien entendu un respect du vivant qui va avec. Mais tu as toute la charte de toute façon que j'avais mis sur le site, sur le site de l'OSN, tu as toute la charte. Qu'est-ce que je voulais te dire par rapport à ça? Paillis avant l'hiver, pourquoi? Alors il y a deux grandes périodes dans lesquelles on va être amené à remettre un paillis. Ça va être juste avant les grosses chaleurs. Moi j'aime bien faire ça juste avant les grosses chaleurs, parce que on a le début du printemps, tu vois, qui a commencé, sortie d'hiver, début du printemps, juste avant les fortes chaleurs. Bah c'est la reprise, pour être précis, sortie de l'hiver, c'est la reprise de l'activité de la vie du sol. En fait, la vie du sol commence à reprendre vie, à se remultiplier, à se booster. Et la décomposition, si tu veux, reprend. Les deux moments où la décomposition est plutôt faible, ça va être pendant l'hiver, ce qui est un petit peu logique parce que là, elle est vraiment en sommeil, la vie. Elle essaye de se réfugier comme elle peut, parce qu'il fait très froid, clairement. Et puis aussi en plein été, au moment où il y a les pleines chaleurs, parce qu'il fait trop chaud. Et là, rebelote, tu vois, on a aussi une activité qui est assez réduite. Donc c'est vraiment ces deux périodes où la décomposition organique va être la plus faible. C'est pas qu'elle n'existe pas, attention, mais c'est qu'elle est juste plus faible. Par contre, les deux grosses périodes dans lesquelles l'activité organique de décomposition va être la plus forte, c'est tout le printemps, sortie de l'hiver, début du printemps, jusqu'aux grosses chaleurs, et puis ça revient à nouveau à partir du moment où les grosses chaleurs commencent à baisser, l'automne arrive juste avant les gelées, tu vois, cette période-là. Donc c'est vraiment ces deux périodes. Et là, on est en plein dedans, si tu veux. Là, on est juste avant l'hiver, voilà. Il fait plus aussi chaud qu'en plein été, surtout que là, on a un été assez coton quand même. Mais les gelées sont pas encore là, tu vois. Et donc, on a encore une activité organique de décomposition qui est quand même assez présente. Donc si tu dois mettre un paillis, c'est vraiment dans ces deux périodes-là, tu vois. Et pour donner des dates précises, pour moi, le paillage se remet autour du mois de mai. Alors c'est un peu variable sur les régions. À voir quand les grosses chaleurs apparaissent. Tu connais mieux ta région que moi. Pour ma part, moi, c'est, j'ai envie de te dire, voilà, mi-mai, fin mai. Voilà, entre mi-mai et fin mai, pour moi, qui sont en Île-de-France. Et après, au niveau de l'automne, ça va plutôt être autour de, allez, octobre, mi-novembre, tu vois. Mais c'est assez, malheureusement, c'est pas forcément un malheur, mais c'est variable d'un année sur l'autre. Je ne peux pas dire précisément que c'est le 15 septembre, enfin le 15 octobre que je fais ça, non. Là, cette année, je vais tarder un petit peu parce qu'on a, tu as vu, regarde, on est quand même au mois d'octobre bien tassé et puis il fait encore super beau. Ou là, ou d'autres années, il caillait à mort, tu vois, un petit peu. Donc donc là, je tarde un petit peu, c'est pas pressé, mais mine de rien, j'anticipe un peu parce que quand les froids n'arrivent pas dans ma région, ils s'y prennent pas, hein. Ça arrive, ça tombe. Donc le principe du paillage, ça va être pour l'hiver, de permettre à toute cette faune du sol, cette vie du sol, et puis aussi à tes plantes, en tout cas à certaines parties des plantes, d'être hors gel. Ça veut dire de pas que la terre ne se trouve pas à nu, si tu préfères, et ça mette à geler. Ça, c'est un des principes. Et puis le deuxième, quand c'est l'été, d'éviter que les rayons du soleil, les rayons UV, viennent directement frapper le sol et puis tuer la vie qui est autour. Tu vois. Voilà, c'est vraiment une protection. Il faut bien prendre le paillis comme une protection, mais pas que. Il va avoir aussi un deuxième avantage, c'est qu'il se décompose. Et donc du coup, il va rentrer dans la participation de notre complexe argilo-humique. Donc tu vois un petit peu, ces deux facteurs-là vont se retrouver. Je suis désolé, j'ai mes poules qui n'arrêtent pas de cacter. Quand je prends la caméra, toi, je suis pas très loin d'elle. Et entendre parler, à mon avis, ça les fait réagir, je ne sais pas. Il y a quelque chose par rapport à ça. Donc on a tout intérêt, si tu préfères, à pailler nos cultures. Déjà, comme je t'ai dit, comme par élément de protection. Puis deuxièmement, ça va nous permettre aussi d'alimenter la vie du sol et en tout cas d'enrichir le sol. Moi, je nourris pas les plantes, je préfère nourrir le sol.
En fait, pour moi, si tu veux, si on regarde un petit peu comment fonctionne une parcelle potagère, ta priorité, à mon sens, va être de nourrir ton sol. Parce que c'est un travail à long terme, c'est un travail sur la longueur. Nourrir la plante, et c'est très simple ce que je vais dire, nourrir la plante, c'est un travail à court terme. En fait, tu es obligé constamment de le refaire. Je m'explique. Quand on veut nourrir une plante, ce que l'on fait en règle générale, c'est qu'on apporte des matières assez azotées. Souci, c'est que l'azote, il va pas rester tout le temps. Tu vois. Il va partir, il va pas passer son temps à rester. La plante va s'en nourrir, mais le sol, ça va pas rester dedans. Contrairement lui au carbone, qui lui va structurer le sol et va avoir une teneur sur le long terme. Du coup, tu as tout intérêt, je dirais, à travailler ton sol, à l'enrichir, plus qu'à essayer d'enrichir la plante. Quand je dis ça, je pense aux engrais NPK, hein, tous ces trucs-là, tu vois, c'est vraiment à ça que je pense. C'est des choses un peu boost là que tu mets, ça c'est comme le purin d'ortie, tu vois un petit peu, c'est toutes ces choses-là que je pense. Voilà, qui ont un effet court terme, mais après, la plante, elle n'a plus rien. Si le sol il n'est pas maintenu avec une certaine vie, s'il n'est pas riche, la plante elle va retrouver le même problème, tu comprends. Donc tout intérêt à avoir un sol le plus vivant possible. Et ça commence déjà dès la base sur le paillis. Le choix de ton paillis va permettre en grande partie de gérer ce principe-là. Le truc, c'est que tu ne peux pas mettre n'importe quoi. Tu vois, alors on a tendance un petit peu à dire ouais, n'importe quel paillis peut faire l'affaire, et malheureusement c'est pas le cas. Donc là je t'affiche à l'écran un petit document, il est présent dans une formation, je vais t'expliquer après. C'est une formation que j'ai faite qui est toujours présente, elle est présente jusqu'à la fin du mois. Et après les conditions vont changer. Là il y a des conditions spéciales jusqu'à la fin du mois. Mais je te reparlerai après. Et donc du coup, ce document-là, il est déjà inclus dans la formation. Donc tu l'as en entier, enfin tu l'as quoi. On ne peut pas mettre n'importe quoi comme paillis. Ça veut dire que tu as des paillis qui vont être plus fortement azotés et d'autres plus fortement carbonés. Puis tu as ceux qui sont entre les deux. Tu vois. Ce qu'on appelle des paillis équilibrés. Alors par principe, sur des systèmes comme les nôtres, on va plutôt privilégier un paillis équilibré, tu comprends bien. Le paillis azoté n'a pas grand, enfin, si tu veux, c'est pas que ça n'a pas d'intérêt, parce que je vois bien dans les commentaires qu'est-ce qu'on va me raconter, mais c'est pas ce que je veux dire. Là, je parle par rapport au paillis, je parle pas de manière générale. Bien sûr que l'azote est important, le cycle de l'azote, c'est une notion importante au niveau de la plante. Mais là, dans ce qui nous concerne, c'est notre vie du sol qui est importante. Enfin, là, importante dans le sujet de la vidéo, je parle. Ça va être avant tout d'avoir une matière la plus équilibrée possible, voir si on a un sol assez structuré, plutôt dans ce cas-là plutôt carboné, tu vois, que azoté. Enfin, c'est le carboné qu'on va sélectionner. Donc du coup, ça veut dire que dans ce que tu vois apparaître, le foin pour moi est la matière la plus équilibrée qui soit, mais ça ne veut pas dire qu'elle peut convenir à tout. Voilà, c'est un peu, tu vois, le et ou un peu chiant qui nécessite des ajustements. C'est que si tu as un sol assez déstructuré, j'aurais tendance à te dire, mais plutôt de la paille que du foin au démarrage. Ça va te structurer le bazar, voire même un mélange des deux, tu vois, pourquoi pas. C'est pas idiot, hein. C'est rare de le faire, parce que souvent les gens, ils vont mettre sur leurs parcelles uniquement du foin ou uniquement de la paille, alors qu'on pourrait parfaitement mélanger l'ensemble, tu vois. Bon. C'est toujours pareil, hein, je reviens toujours au même principe, hein. Le fait d'avoir une structure la plus diversifiée possible t'amène à la fin une terre, bien entendu, qui va avoir cette richesse, tu comprends, diversifiée. C'est toujours pareil, quand on met quelque chose d'unilatéral, d'unique, on obtient à la fin quelque chose d'un peu, enfin, tu vois, d'assez pauvre en définitif. La richesse d'un sol est due à la multiplication. Là, tu le vois sur cette parcelle-là, tu vois, regarde, là j'ai des fans de légumes que j'ai mis, de machin, j'ai des sauges, des sauges, des choses un peu plus sèches, tu vois, qui sont mis dessus. Il y en a qui peuvent flipper, me disent, ouais, c'est quoi ça? Il y a des graines là-dedans. Ouais, effectivement, il y a des graines. Ah ouais. Ça, c'est de la mélisse citronnée, toi, qui a séché. Il y a des graines dedans, mais c'est pas dramatique, tu vois. Tout va pas prendre. Enfin, il faut sortir de cette flip, de se dire, si je mets des choses comme du foin, tu vois, j'ai avoir plein de mauvaises herbes, enfin, les dites mauvaises herbes, sur l'ensemble de mes parcelles. Et du coup, ça va pousser de partout. Non, 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 non. Non, parce que déjà, elles sont en dessous. Tout va pas partir, parce que pour que certaines plantes sauvages puissent germer, il faut qu'il y ait des conditions de température, déjà, et puis après, il faut aussi que la graine ait de quoi se développer. C'est pas gagné. Enfin, clairement, la majorité ne pousseront pas.
Et même si, tu vois, parce que quand tu peux voir tout autour, j'ai des légumes, mais j'ai aussi du pissenlit, j'ai un peu plein de trucs. Hein. Là ici, j'ai du lamier, c'est de lamier pourpre que j'ai là, tu vois. Bon, je laisse, à un moment donné, et même si tu as des plantes sauvages qui apparaissent au milieu de tes parcelles, j'ai envie de te dire, c'est pas la fin du monde. Hein. Enfin, à un moment donné, faut même les laisser. J'ai du trèfle de l'autre côté, tu le vois pas, malheureusement, c'est hors cadre. J'ai une betterave, j'ai un pied de betterave avec du trèfle autour. Et après, j'ai envie de te dire, je sais que la betterave elle est là. C'est pas dérangeant en soi, tu comprends. Et au contraire, ça va encore une fois, plus tu as un maximum de variétés de plantes, plus tu crées la diversité, donc du coup plus tu attires des insectes les diversifiés les uns les autres, hein, et puis du coup ça t'évite tout un tas de problèmes, en l'occurrence des ravageurs qui viennent te défoncer et tout. Et tu comprends bien, enfin là je vais pas rentrer en conscience des ravageurs, là c'était juste vraiment par rapport au paillis. Donc moi ce que je fais c'est que je remets un paillis à cette époque-là, essentiellement vu que j'ai des parcelles qui sont quand même bien équilibrées, aujourd'hui je mets particulièrement que du foin, et dans lequel je mélange aussi mes fans de légumes. Pour certaines parcelles, parce que le foin dans ma région c'est pas évident, c'est pas le truc le plus simple à trouver, et j'en ai jamais forcément toujours en suffisance, donc je mélange un peu les deux. Toi, je fais paille, des fois que paille, des fois foin. C'est pas, tu vois, c'est pas simple, hein, c'est pas le truc. Malheureusement, c'est pas le truc le plus simple. La paille se trouve assez facilement parce que je suis une région céréalière de culture, donc ça trouve très facilement. Le foin est un peu plus balèze, hein, c'est pas trop le coin. Mais bon, bref, voilà. Donc puis le prix est pas le même. Après, la question de se dire est-ce qu'il faut utiliser un paillis bio ou pas bio, je te laisse, j'ai envie de te dire, je te laisse le soin de cette appréciation-là. Oui, ça aura une influence, bien entendu. En même temps, la paille bio, il y a des endroits, c'est quasi impossible à trouver. Tu vois. Encore une fois, c'est loin d'être simple. Donc, on prend ce qu'on a avec ce qui est disponible. Au mieux du mieux, effectivement, c'est que ce soit bio. Et puis si ça ne l'est pas, il préfère d'avoir, tu vois, de la paille provenant d'une ferme conventionnelle que rien du tout, une seule à nu, tu comprends. Enfin, entre les deux, moi je préfère quand même ça, que d'être trop, tu vois, extrémiste sur l'idée en disant non, il faut absolument du bio. Oui, dans l'absolu, mais si t'as pas, il faut mieux ça qu'un seul à nu. Hein. Voilà un petit peu sur ce principe-là. Je te dis équilibré parce que le C sur N, alors C sur N c'est ce qu'on appelle, c'est des termes techniques tout ça, mais le C sur N c'est le rapport entre les parties carbonées et les parties azotées, d'accord. Donc on dit qu'un élément, enfin une matière, c'est ce que tu as vu sur la fiche, hein, une matière est azotée en dessous de 20, enfin à peu près, ouais, 25, voilà. Et quand elle est au-dessus de 30, on dit qu'elle est carbonée, tu vois. Donc en règle générale, la paille de mémoire, je crois que c'est 200, un truc comme ça. Le C sur N, c'est autour de 200. Et pour la paille de blé, et la paille de foin, c'est un peu moins, je crois que c'est la paille de foin. La paille de seigle, orge, tous ces trucs-là, je crois que c'est 60 et quelques, un machin comme ça. Donc c'est un peu plus bas. Alors, à la limite, j'ai envie de te dire, si tu n'as pas de foin, et que tu arrives à trouver de la paille d'avoine, de la paille d'orge par exemple, ou d'avoine, c'est peut-être un petit peu mieux, tu vois, moi des fois j'arrive à en avoir, parce que le récolteur qui est à côté de chez moi, il en fait de temps en temps. Donc j'arrive à en avoir un petit peu, mais c'est pas, il n'a pas 4 tonnes, hein, le gars. Et quand il en a, je la chope, tu vois, j'attends pas qu'un autre est passé. Enfin bon voilà, il n'a pas des ballots de dingue, mais c'est un petit peu mieux, ça équilibre mieux. Mais sinon, voilà un petit peu l'idée. Et par contre, tout ce qui va être azoté, trop azoté, comme couvert végétal, laisse tomber parce que ça va se décomposer trop vite, quoi. Le carboné, faut au moins que ça tienne 6 mois, tu comprends bien. Ton couvert végétal, enfin, ton paillis, pardon, faut qu'il tienne quand même dans la longueur. Donc, le azoté, il va en 15 jours, 3 semaines, des fois même un mois, c'est variable, tu vois. Mais tout ce qui est humide que tu vas poser sur tes parcelles, ça va pas tenir l'hiver, hein, c'est pas possible. Donc il faut vraiment mettre quelque chose qui tire sur la longueur et donc du coup qui soit carbone. Donc voilà, donc le principe c'est d'essayer de mettre quelque chose, comme je t'ai expliqué, le plus équilibré possible. Alors c'est ce que tu as au milieu, c'est ce que je t'avais vu au milieu. Mais après, tu peux aussi mettre un peu plus carboné. Tu vois ce que je veux dire, tu peux travailler là-dedans en sachant que je privilégie malgré tout ce qui est équilibré. C'est mon conseil, parce que tu n'as pas besoin de rajouter des éléments par la suite.
Je risque de faire une vidéo qui dure 3 plombes si je me lance là-dedans. Mais j'ai fait une vidéo qui parle du compostage de surface, où je t'explique tout ce principe de rapport C sur N là. Parce qu'on ne peut pas mettre que du carboné sur nos terres. Il faut malgré tout aussi d'avoir aussi un bon rapport azote. Et donc du coup, il faut apporter aussi en surface des éléments frais, tu vois. Donc si tu mets que de la paille qui est carbonée, je la fais très courte, hein, il faut aussi composter de surface. Et voilà. Puisque le compost de jardin, lui, va être, comment t'expliquer, il va être équilibré. Mais si tu mets paille et compost, tu auras un manque d'azote. C'est pour ça qu'il faut mettre un peu plus azoté que équilibré. C'est bien sûr un peu technique tout ça, je l'entends, hein, mais bref, il faut essayer d'avoir une surface la plus équilibrée possible et d'arriver, tu vois, entre cette variable azote-carbone, de mettre des matières qui vont temporiser, si tu préfères. Voilà, je te la fais un peu plus courte. Donc n'hésite pas à le faire, une bonne couche, 10-15 cm, mais bien, ce qui va te permettre voilà, de maintenir l'hiver là-dessus. Et puis d'avoir une surface disponible au printemps, pof, tu vois, ça repartira. Même s'il est souvent dit que les parcelles qui sont paillées, j'essaie de dire tous les éléments qui me reviennent en tête, ont plus de mal à monter en température au printemps, elles sont beaucoup plus fraîches. Et donc du coup, elles mettent plus de temps à redémarrer. Ce qui n'est pas complètement faux en soi. Et en même temps, si tu as mis... je veux dire, si tu enlèves un petit peu, si tu as mis trop épais, enlève un peu de surface au début du printemps, ça va réactiver l'histoire, tu vois. Après, j'ai envie de te dire, cette question-là, elle est surtout quand on fait un semi-direct sur parcelle. Et moi, les semi-directs, j'écarte le paillis pour le faire. Donc, il va se réchauffer, quoi qu'il en soit. Et puis, après, il faut utiliser les voiles de forçage. Hein. Mais ça sera un sujet que je vais traiter après parce qu'il y a tellement de choses, il y a tellement de trucs qu'il faut que j'y aille par étapes, tu comprends, parce que sinon je perds tout le monde avec ça. Hein. Mais voilà, mets ton paillis pour l'hiver, une bonne dose, paille de blé si tu as que ça, foin si tu en trouves, si tu as de la paille de seigle ou d'avoine, place ça à la place du blé. Si tu arrives à avoir ça, place ça à la place du blé. Voilà, tu vois, déjà cet élément, c'est déjà bien parce que ça va te permettre de maintenir la richesse de ton sol et puis d'avoir une masse biodisponible pour ton sol et tes plantes. Parce qu'à un moment donné, tu vois, c'est la base de tout. Ça, je l'ai dit plein de fois. Si tu veux avoir un sol qui va avoir un maximum de vie, qui va avoir un maximum de biodiversité et dans lesquels les légumes auront un minimum de ravageurs et de maladies, c'est ça la base. Et il n'y a rien de plus rageant de se dire j'ai planté, j'ai semé, j'ai machin et ça part pas bien et j'ai des trucs qui se font bouffer et tu comprends un petit peu. Parce qu'à un moment donné, on met de côté ce principe-là qui est, pour moi, qui est la base. S'il y a un truc sur lequel il faut te prendre la tête, mais c'est clairement la composition de ton sol, comment est organisé ton sol, comment il est fait, quelle est sa couleur, tu vois. Ça va traduire de beaucoup de choses. Comment te dire, c'est pareil, tu vois, il y a des trucs que j'ai entendu l'autre fois, quelqu'un qui disait ma terre elle est noire, c'est-à-dire qu'elle a plein d'humus. Ça n'a rien à voir. Il y a des humus qui sont clairs, hein. Faut faire attention avec ça. Mais ce que je veux dire, c'est que la couleur de ta terre va te donner pas mal d'informations, sa texture, il y a plein de choses comme ça qui sont importantes, qui vont faire que ça va permettre au fil du temps, à force d'enrichir cette terre, d'avoir des légumes qui sont sains, qui se portent bien. Je sais pas, là, tu vois, c'est des navets que j'ai là, hein, tu vois, voilà. Bon là, ils sont prêts à récolter. J'attends un petit peu, là, il y en avait 2-3 qui étaient, toute la ligne a été prise. J'en ai 2-3 qui restent. J'essaie de, celui-là, il est prêt à être récolté d'ailleurs, tiens, faut que je le prenne. Voilà, pour qu'ils finissent de grossir avant de les prendre. Et bref, c'est ça, il faut faire des tests sur sa terre, comprendre comment elle fonctionne, savoir quelle en est sa constituante, et puis après, derrière, l'enrichir au maximum, quoi. Voilà, c'est juste ça. Et maintenir cette richesse et cette biodiversité, et pas avoir peur des plantes sauvages qui poussent dessus, etc., etc. Dans la description, tu as le lien de la formation que j'ai faite ce mois-ci qui s'appelle « Comment avoir un sol vivant ». On voit ça dans le détail, hein. Là, je t'ai fait un survol, là, et pourtant elle est longue la vidéo. Mais là, je t'ai fait un survol par rapport à la formation où tu as toute la documentation qui vont avec.
Ça va te permettre de pouvoir démarrer sur des bonnes bases avec un sol le plus cohérent possible. Même s'il est extrêmement dénaturé, même si tu veux, même si tu arrives, si tu as récupéré un terrain où le sol est extrêmement dégradé, je t'explique aussi comment remettre une dynamique dans ces sols, comment reconstituer des sols dégradés, ou si tu as un terrain normal mais tu aimerais un peu plus l'enrichir, comment l'enrichir de manière cohérente dans tous les principes que je t'ai expliqués. C'est dans la description, jusqu'à la fin du mois, tu as une offre spéciale. Après je la retire, début de mois c'est fini, je retire l'offre et ça viendra au prix normal. Voilà, tu as tout ça qui est juste en bas. Je te dis à très bientôt, ciao ciao.